Et pour continuer d'évoquer les enjeux liés à l'accès à l'eau sur le continent, nous recevons Malek Semar, le fondateur de l'ONG internationale No Water, No Us, traduction pas d'eau, pas de nous. Bonsoir et soyez le bienvenu Malek Semar. Bonsoir. Où et comment votre ONG tente-t-elle d'agir autour des enjeux liés à l'eau? Alors, l'ONG travaille dans le monde entier. On l'a vu dans le reportage avant, l'eau est un droit humain. Depuis 2010, les Nations Unies, donc on considère que pour cette ressource, nous sommes tous frères et sœurs. Donc si vous habitez Paris et que la France traite parfaitement bien ses eaux usées, la tomate, elle, peut venir d'un pays où on ne traite pas l'eau. Donc l'eau n'a pas de frontières. Donc on travaille un peu partout dans le monde et on est intervenu dans une trentaine de pays aujourd'hui. Alors pourquoi les populations africaines sont parmi les plus affectées par le défaut d'accès à l'eau potable? Alors, depuis le début de l'histoire, celui qui a l'eau a le pouvoir. Les pays développés sont développés parce qu'ils gèrent leur eau. Et ils ont une vision systémique de la gestion de l'eau. Les pays en voie de développement restent en voie de développement parce qu'ils ne gèrent pas leur eau, justement. Alors justement, quels sont les outils à leur disposition pour gérer cette eau? Alors, des outils, il y en a plein, parce que finalement, des solutions pour traiter l'eau, il y en a beaucoup et il existe des techniques ancestrales pour gérer l'eau. Il faut une volonté. Et ensuite, on revient sur la gestion des eaux usées, parce que personne ne meurt parce qu'il n'a pas d'eau à boire. Les gens meurent parce que l'eau qu'ils consomment est insalubre. La quantité d'eau est la même. On a un D'où la question de l'assainissement. Exactement. D'où la question de l'assainissement, de la gestion des eaux usées. Si tu veux développer l'économie d'un pays, il faut gérer ton eau, parce qu'il faut de l'eau pour les loisirs, pour les systèmes de santé, pour l'industrie, pour l'agriculture qui consomme 70% de l'eau. Donc si ton eau est de mauvaise qualité, ton fruit, ton agriculture, ton industrie, tes voitures, tes t-shirts, tes pulls seront de mauvaise qualité. Donc on a un enjeu de la qualité de l'eau. Alors je l'ai dit, vous parcourez le monde avec, votre ONG, vous êtes notamment sur le continent africain. Avez-vous le sentiment qu'il y a une espèce de prise de conscience de la part des décideurs en ce qui concerne le sujet de l'assainissement de l'eau, un sujet majeur? Alors c'est le sujet qui fâche justement, parce que la prise de conscience est là. Nous sommes faits d'eau, donc personne ne peut dire que l'eau n'est pas importante, on le sait. Et la prise de conscience est là, les politiques en parlent. L'ONU a voté en 2010 la résolution 64 de 92 qui dit que l'eau est un droit humain. En 2015, les objectifs de développement durable. La même année, 2015, tous les ministres africains de l'eau se sont réunis à Ngor pour justement dire stop. 400 millions d'Africains défèquent encore à l'extérieur. On a 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement en Afrique. Et finalement, on est en 2025 et on a encore, les chiffres sont encore dramatiques. Donc la prise de conscience, oui. L'action, on en est encore loin. L'Afrique est le continent le plus exposé aux tensions hydriques et interétatiques. On l'a vu dernièrement avec les tensions entre l'Éthiopie, le Soudan ou encore l'Égypte. Sommes-nous à la veille de conflits hydrauliques sur le continent africain? Alors, depuis le début de l'humanité, les conflits ont existé. Depuis 2010, nous avons recensé plus de 800 conflits liés à l'eau. Donc, il y en a toujours eu. Alors, je vais plutôt parler de comment on peut faire en sorte que, justement, il y en ait moins et sensibiliser. Et ça passe vraiment par la sensibilisation. Justement, l'ONG a écrit un spectacle pour sensibiliser à l'eau, qui a eu le label Saison Africa 2020. On traverse 9 pays d'Afrique et dans chaque pays, on aborde une interaction entre l'eau et les activités humaines. L'Égypte est le pays dans lequel on aborde, justement, l'eau comme source de conflit. Parce que l'eau peut être source de paix, source de conflit, source de mort, source de vie, etc. Donc en Égypte, effectivement, on a abordé cet angle-là de dire tout le monde nous parle de l'eau comme source de guerre, mais l'eau comme source de paix ne devrait pas être un mythe. Et vraiment, il faut avoir cette conscience en se disant les solutions doivent être locales. En Afrique, la culture sera le lien d'ailleurs entre la technique et l'homme. Il faudra tenir compte des facteurs socio-culturels. Donc des solutions locales, mais forcément une gouvernance mondiale. Et quid de la sécheresse que l'on observe notamment au Maroc, qui est dans sa 7e année de sécheresse, il a plu récemment. Tout à fait. Beaucoup de régions africaines sont confrontées à la sécheresse. Il y a également le changement climatique. Oui. Quels sont les moyens mis en place, notamment par nos États africains, pour s'adapter face à ces défis? Alors, il y en a beaucoup. Le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, c'est des pays où on a des stations d'épuration, on a des moyens d'aller chercher l'eau, mais aujourd'hui, alors si je reviens sur les 4 étapes de l'eau, c'est son origine. L'eau vient d'où? Quelles sont mes ressources? Ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être géré. Donc déjà, est-ce qu'on sait quelle quantité d'eau on dispose? Je ne suis même pas sûr. Ensuite, c'est son utilisation, ce que j'en fais, sa réutilisation, c'est-à-dire comment je l'optimise, et sa destination. Parce qu'il faut rendre une partie à la nature. On a parlé de changement climatique.
c'est la perturbation du cycle de l'eau qui provoque le changement climatique. Donc l'idée, c'est de dire comment j'utilise mon eau, comment je la réutilise et comment j'en rends une partie à la nature. Et aujourd'hui, c'est cette vision systémique qui, à mon sens, manque. Et on est focus sur trouver de l'eau à boire. Mais on a besoin de 2 litres pour vivre, pas plus. Ou pour survivre plutôt, parce que l'économie, elle, c'est plusieurs centaines de litres par personne. Donc, à mon sens, on devrait faire un focus un peu plus sur la réutilisation de l'eau. L'eau est recyclable à l'infini. C'est une de ses vertus. Enfin, un chiffre pour terminer, d'après les statistiques, 400 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable de base en Afrique subsaharienne. Est-ce une fatalité ? 2,2 milliards dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, même si on regarde d'un point de vue monde, finalement, 400 millions sur un peu plus d'1 milliard, on est quasiment dans la même proportion qu'un peu partout dans le monde, finalement. Donc, c'est une fatalité. Je crois que l'eau, on le dit toujours, l'eau, c'est la vie, c'est pas juste une citation. Et l'eau, si elle a été mise entre guillemets, à disposition de l'humanité par Dieu, c'est quand même l'homme qui est responsable de la façon dont il l'utilise. C'est une fatalité. Donc l'homme décide que c'est une fatalité. Mais les techniques, les moyens existent. Depuis l'Antiquité, on sait transporter de l'eau. Et aujourd'hui, on peut transporter du pétrole sur 20 000 km, alors personne ne pourra nous dire qu'on ne peut pas transporter l'eau. Mais c'est plutôt la relation qu'on peut avoir vis-à-vis de l'eau. C'est celle-là qu'on a perdu un petit peu. Alex Aymar, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet des défis de l'Afrique face à l'accès à l'eau potable. Merci à vous. Merci.